19h, vous regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. À la une, le chef de l'État algérien Abdelmajid Tebboune a présidé ce mardi l'ouverture de la première édition de la médaille d'honneur de l'exportation au Centre international des conférences Abdellatif Rahal. Dossier libyen, le Haut Conseil d'État approuve une feuille de route onusienne pour l'organisation des élections législatives et présidentielles dans le pays avant la fin de l'année 2023. Élection générale en Espagne, un dernier face-à-face tendu entre le Premier ministre sortant Pedro Sánchez et le candidat de la droite populaire Alberto Núñez Feijóo. Les pays de l'OTAN réunis aujourd'hui à Vilnius en Lituanie. Les adhésions de la Suède et de l'Ukraine se taillent la part du lion lors de ce sommet. Bonsoir à toutes et à tous. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a présidé ce mardi au Centre international des conférences Abdellatif Rahal l'ouverture de la première édition de la médaille d'honneur de l'exportation, placée sous le thème engagement, réalisation et perspective. Cette édition vise à récompenser les meilleurs exportateurs des 3 dernières années et à faire connaître la nouvelle politique de l'Algérie en matière d'encouragement des exportations hors hydrocarbures. Lors du discours prononcé à cette occasion, le président algérien a ordonné au Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman d'installer le plus tôt possible le Haut Conseil des exportateurs. Le président Tebboune a par ailleurs souligné que l'Algérie est sur le point d'atteindre 13 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. يكون التنصيب نتاع المجلس الأعلى للمصدرين للتصدير اللي يتكفل هو بكل المشاكل تاع المصدرين والحوافز اللي نعطوها لهم والتسهيلات اللي تكون لهم باش في سنة 2021 لما قلنا باش نوصل ل 5 ملايير دولار يعني بعض الأصوات سخرية الجزائر ولات سخرية خليهم يحلموا وصلنا ل 5 ملايير الحمد لله ومن بعد طلعنا السقف إلى 7 ملايير ورانا على وشك وصلنا على 7 ملايير تاعنا وصلنا ورانا على وشك تاع 13 مليار دولار تصدير خارج المحروقات. Le chef de l'État a également ordonné l'ouverture de nouvelles lignes aériennes vers les capitales africaines les plus importantes afin que l'Algérie devienne un pôle africain par excellence. في انتظار كذلك باش نفتح إن شاء الله خطوط جوية مع كل العواصم الهامة الإفريقية لأن من العيب والعار أن جزائري باش يمشي لدكار يمر على باريس ولا يمر على لازم اتصال مباشر. العاصمة الإفريقية هي أديس أبيبا ما عندناش خط ليه ما عندناش خط الكوت ديفوار ما عندناش خط جوي مع دكار إلى آخره. الأمور هذه كل نغيرها إن شاء الله بدأت تتغير ونكمل معها في سنة 2024 إن شاء الله حتى تصبح الجزائر حقيقة إفريقيا ما تدورش نهارها لإفريقيا. Diplomatie, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a reçu de la part de son homologue américain Anthony Blinken une lettre l'invitant à effectuer une visite de travail à Washington dans les délais les plus rapprochés que permettraient leurs engagements respectifs. Cette visite sera l'occasion d'une part de tenir la 6e session du dialogue stratégique algéro-américain et d'autre part de procéder à une évaluation de l'état de la coopération multidimensionnelle existant entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. Énergie, la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a annoncé ce mardi la livraison à Eni de la première cargaison commerciale de GNL d'une capacité de 90 millions de mètres cubes au nouveau terminal de regazéification flottant de Piombino en Italie, marquant ainsi le début effectif de l'exploitation commerciale.
Le Haut Conseil d'État libyen a approuvé ce mardi une feuille de route proposée par le chef de la mission de soutien des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, pour l'organisation des élections législatives et de la présidentielle dans le pays. La feuille de route prévoit entre autres la formation d'un nouveau gouvernement qui assurera la tenue des élections dans les 240 jours à compter de la date d'approbation du cadre législatif. La Mauritanie a exhorté le Mali à rejoindre l'organisation du G5 Sahel, une alliance militaire luttant contre les groupes terroristes dans la région que Bamako a quitté en mai 2022. Le président mauritanien a dit espérer que le retrait du Mali soit momentané. Mohamed Wali Ben Chaban. Le président mauritanien actuel, le président du G5 Sahel, a plaidé pour le retour du Mali dans l'organisation militaire qui lutte contre les groupes terroristes dans la région. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani a regretté le départ volontaire de ce pays et affirme que cette cession vise à revitaliser le G5 Sahel. Le retrait malien du G5 Sahel, qui a subitement rompu la continuité géographique de notre espace et nous a privés, très momentanément, je l'espère, de l'apport précieux d'un pays frère et membre fondateur. La tenue de cette 4e Assemblée générale de l'Alliance Sahel à Nouakchott vient aujourd'hui confirmer avec force l'existence réelle d'un véritable élan politique visant à revitaliser le G5 Sahel. Face à un contexte régional et international défavorable, le G5 déploie des efforts pour relever les énormes défis qui hypothèquent le devenir de la région. Le Sahel dans son ensemble, en particulier les pays du G5, fait face à des crises sécuritaires, socio-économiques et écologiques, sans commune mesure avec ses seules capacités propres de résilience. Ces crises, exacerbées par une conjoncture internationale particulièrement difficile, s'alimentent et s'amplifient les unes les autres dans une sorte de dramatique cercle vicieux. Pour Nouakchott, cette 4e session de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel est une opportunité pour renforcer et améliorer l'efficacité et le partenariat entre les pays membres du G5 Sahel et tous ses partenaires. Et en plus du terrorisme, le président actuel du G5, le Mauritanien Mohamed Al-Ghazouani, a évoqué d'autres vecteurs qui menacent le développement dans la région du Sahel. On écoute. Le terrorisme et l'extrémisme violent n'est pas dissociable des vecteurs inhibiteurs du développement que sont la pauvreté, l'injustice sociale, la malgouvernance, les changements climatiques, l'absence de perspective et les tensions sociales. C'est généralement à la confluence de ces vecteurs que la violence germe et prospère. Aussi, le G5 a très rapidement ciblé la mobilisation de partenaires autour de ses programmes de développement, de gouvernance, de résilience et de sécurité. Au Soudan, et à l'heure où les affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide redoublent d'intensité, le quartet de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement réunie dans la capitale éthiopienne Addis Abeba, a souligné que la solution militaire ne peut être une issue à la crise qui sévit au Soudan depuis avril dernier. Naïla Hamouda. Tenter d'apaiser la situation au Soudan, c'est l'objectif de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD, dirigée par le président kényan William Ruto. Des pourparlers de paix dans ce sens se tiennent dans la capitale éthiopienne Addis Abeba, malgré l'absence de l'armée soudanaise. Une délégation du gouvernement soudanais est bel et bien présente, mais elle a exigé que la présidence de l'IGAD soit assurée par un autre chef d'État. L'IGAD a souligné que la solution militaire ne peut pas être une issue à la crise qui sévit au Soudan depuis 3 mois. Elle a qualifié de regrettable l'absence des forces armées soudanaises. We know that the political leaders present in this meeting
Nous savons que les dirigeants politiques présents à cette réunion ne sont en aucun cas représentatifs des groupes. Mais nous pensons qu'un processus ouvert, un processus inclusif, rassemblera tous les acteurs politiques, les groupes civils, les groupes sociaux à faire partie de ce grand effort. Le Kenya, le Soudan du Sud, l'Éthiopie et la Somalie ont appelé les deux protagonistes à signer un cessez-le-feu inconditionnel et à convenir d'établir un corridor pour faciliter l'entrée de l'aide. Les parties au conflit devront faire taire les armes et mettre immédiatement en place un cessez-le-feu inconditionnel et indéfini. Pendant que les combats se poursuivent dans la capitale Khartoum, l'IGAD s'inquiète pour la population. Elle réclame un sommet pour un possible redéploiement de la force est-africaine, encore en attente au Soudan, pour protéger les civils. Sahara occidental, le représentant du Front Polisario en Espagne, Abdullah Orabi, a souligné l'importance d'une large solidarité internationale afin de mettre en œuvre la légitimité internationale et de mettre fin à l'occupation marocaine du Sahara occidental. C'était lors de sa participation aux travaux préparatoires du sommet des peuples dans la capitale espagnole, Madrid. Pas rassurant dans ses mots et en manque de confiance, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'est tout simplement fait laminer lors d'un débat télévisé en direct à la télévision publique espagnole hier soir par son adversaire aux prochaines élections, Alberto Núñez Feijóo, chef de l'opposition. La presse espagnole a critiqué la performance de Sánchez, qu'elle a qualifiée de terne et d'hasardeuse. Unanime à dire que l'actuel Premier ministre a raté sa chance d'être à nouveau réélu. Sánchez n'a pas été en mesure de suivre les accusations de ses rivaux les plus éminents, en particulier celles liées à son coup de force contre la légitimité internationale au Sahara occidental, une position que Núñez s'engage à corriger s'il remporte les élections du 23 juillet prochain. Al equilibrio entre Argelia, el pueblo saharaui, Marruecos. Nous devons revenir à une politique d'équilibre entre l'Algérie, le peuple sahraoui, le Maroc et l'Espagne. C'est la politique étrangère que nous avons toujours adoptée, avant que vous ne la changez. Vous ne pouvez pas changer la position envers le Sahara occidental sans consulter le peuple espagnol. Votre politique internationale est incompréhensible et contradictoire. Pourquoi vous avez changé les relations stratégiques de l'Espagne avec le Sahara occidental? Pourquoi et qui a envoyé cette fameuse lettre? Monsieur Sánchez. Monsieur Sánchez, qu'est-ce qui s'est passé avec Pegasus? Qu'est-ce qu'ils ont contre vous? Qu'est-ce qu'ils possèdent sur l'Espagne? Aujourd'hui, le juge a classé la question en raison de l'absence de votre collaboration. Monsieur Sánchez, quelle politique étrangère avez-vous? Vous ne donnez aucune explication au Parlement. Tout le monde ignore le contenu de vos accords avec le Maroc. L'Ukraine deviendra membre de l'Alliance Atlantique sans avoir recours à un plan d'action pour l'adhésion. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Les dirigeants des pays membres de l'organisation réunis en sommet à Vilnius vont envoyer un message clair et positif à l'Ukraine dans la perspective d'une prochaine adhésion. Sofiane Baroudi. Le sommet baltique de l'Alliance Atlantique s'est ouvert dans la capitale lituanienne Vilnius. Le principal objet de ce sommet qui se déroule dans la conjoncture d'un conflit de haute intensité est le débat clivant autour de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. L'Ukraine a parcouru un long chemin depuis que nous avons décidé en 2008 que la prochaine étape serait un plan d'action pour l'adhésion. L'Ukraine est beaucoup plus proche de l'OTAN. Donc je pense que le moment est venu d'en tenir compte dans les décisions de l'OTAN. Je suis convaincu que nous prendrons une décision forte et unie sur l'Ukraine, à la fois pour maintenir et intensifier notre soutien. Je suis également convaincu que sur la question de l'adhésion, les alliés réaffirmeront que l'Ukraine deviendra membre. En effet, l'invitation de l'Ukraine à rejoindre l'OTAN se fera quand les conditions seront réunies, probablement après la fin des hostilités, selon les propos du secrétaire général Jens Stoltenberg. Les observateurs indiquent l'impossibilité d'intégrer un pays en guerre à cause de l'article 5 de l'Alliance, impliquant une co-belligérance de facto dans le conflit. Toutefois, un clivage profond se ressent entre les pays membres de l'Alliance désirant renforcer le flanc oriental de celle-ci avec une possibilité de confrontation directe avec la Russie et ceux qui refusent une extension si périlleuse.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé ce qu'il a qualifié d'indécision et de faiblesse de l'OTAN face à la Russie. Pour rappel, Zelensky avait exigé des signaux forts autour de l'adhésion de son pays à l'OTAN. Kiev demande un calendrier précis et un plus grand soutien des alliés occidentaux à la contre-offensive ukrainienne en cours sur le front, confrontée à une défense russe acharnée avec des pertes conséquentes pour les assaillants. À ce propos, le président français Emmanuel Macron a annoncé à Vilnius que son pays avait livré à l'Ukraine des missiles de croisière longue portée de haute précision de type Scalp. Moscou a immédiatement répliqué en mettant en garde et en agitant la possibilité de contre-mesures. L'annonce vient quelques jours après celle de Washington, qui a décidé d'envoyer des bombes à sous-munitions sur le front ukrainien. Cette décision entretient une vive polémique. Pour rappel, ce type de munitions est prohibé par la Convention d'Oslo. Dans ce siège, le ministère de la Défense russe a déclaré que les forces armées ukrainiennes avaient perdu des dizaines de milliers de soldats et plus de 3000 pièces et autres systèmes d'armes ont été détruits depuis le début de la contre-offensive ukrainienne. Il a également annoncé que durant les dernières 48 heures, 3 chars d'assaut Léopard allemands et 6 blindés Bradley américains auraient été détruits alors que l'armée russe mène une contre-offensive d'ampleur sur l'axe Krasny-Liman et que les combats continuent de faire rage tout au long de la ligne de front. De son côté, la Russie déclare prendre des mesures appropriées et opportunes en réponse à l'éventuelle adhésion de la Suède et de l'Ukraine à l'OTAN. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a ajouté que Moscou protégerait ses propres intérêts légitimes de sécurité. Helsinki et Stockholm discutent déjà avec les États-Unis de questions liées au déploiement d'infrastructures de l'Alliance juste à côté des frontières de la Russie dans le cas de la Finlande et non loin de nos frontières en ce qui concerne la Suède. Permettez-moi de vous assurer que tous les intérêts de sécurité légitimes de la Fédération de Russie seront protégés et nous savons quelles mesures prendre et appliquer concrètement. On passe au sport à présent avec les Jeux sportifs arabes et cette défaite de la sélection algérienne de handball face à l'Arabie Saoudite 15-22 lors de la 5e journée. Et direction Oran où nous retrouve notre envoyé spécial Faisal Salah. Faisal Salah, bonsoir. Bonsoir Nariman. Alors, première défaite de l'Algérie dans ce tournoi, quelle est la suite selon vous ? Effectivement, première défaite pour l'Algérie dans une salle archi-comble ici au Palais du Sport à Oran. Une première défaite pour l'Algérie face à l'Arabie Saoudite. Les Verts n'ont pas pu tenir tête face à leur homologue de l'Arabie Saoudite. Une défaite de 22-15. Les Verts se sont inclinés avec 7 buts d'écart. Une première défaite, bien que l'Algérie est toujours qualifiée pour les demi-finales. En ce moment, le deuxième match de la 5e journée se joue entre le Qatar et l'Irak, tandis que la Jordanie, exemptée de cette journée, est éliminée du tournoi. Demain, il se tiendra les demi-finales. L'Algérie peut connaître son adversaire juste après ce match entre le Qatar et la Jordanie. Pour le moment et à l'instant, l'Arabie Saoudite est leader du groupe A5 du tour préliminaire avec pour le moment on va dire avec ces 3 victoires en main. Merci Faisal et espérons que l'Algérie remonte vite la pente dans les prochains jours. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al 24 News. À demain.